Lumière. 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 Lumière sur la mécanique quantique avec Charles Babin, postdoctorant au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne à Dijon. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'infiniment petit et on va parler quantique, plus spécialement d'information quantique. Donc pour cela, il faut juste rappeler le principe de la mécanique quantique qui s'applique à l'infiniment petit où les lois de la physique traditionnelle ne fonctionnent plus. Pour cela, nous faisons appel à Charles Babin, qui est postdoctorant au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Alors avant de parler de vos recherches, pourriez-vous nous expliquer les principes fondamentaux de la mécanique quantique, évidemment de façon simple parce que nous ne sommes pas physiciens et physiciennes. Tout à fait. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on peut prendre une analogie relativement simple pour essayer de comprendre la mécanique quantique. On peut imaginer un musicien qui joue d'un instrument de musique, qui est capable de jouer du piano et de la guitare, par exemple. Et dans la vie normale, la vie classique, comme on dit, il ne peut jouer qu'un seul instrument à la fois, n'est-ce pas ? C'est vrai. Alors que dans la vie quantique, il se trouve qu'il peut jouer des deux instruments à la fois. Il a 4 mains, 6 mains, il peut faire du piano et de la guitare en même temps. Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle le phénomène de superposition, être capable d'être dans plusieurs états à la fois, faire plusieurs choses à la fois. Cependant, quand on va le regarder et lui demander à quel instrument joues-tu, le musicien va devoir choisir, et à ce moment-là, il ne jouera que du piano et de la guitare. Et ça, c'est l'effet de l'observateur de la mesure quantique sur un état quantique. Voilà, on a déjà compris un principe de façon simple, c'est bien. Alors, il me semble qu'il y a un autre principe très important qui est l'enchevêtrement. Enfin, il y a un mot spécifique pour ça. Oui, tout à fait. Ça s'appelle l'intrication. Et l'idée de l'intrication, c'est que on peut voir ça un peu comme de l'amour. J'aime bien l'expliquer comme ça. C'est-à-dire qu'on va prendre deux personnes, on peut dire Camille et Raphaël, qui s'aiment très fort. Et il se trouve que de cette complicité, de cet amour, il va se produire quelque chose de merveilleux. Ils vont toujours faire la même chose. Ils vont jouer du même instrument. Camille fait du piano, Raphaël fait du piano. Camille fait de la guitare, Raphaël fait de la guitare. Et si l'un des deux fait les deux instruments à la fois, l'autre personne jouera des deux instruments aussi à la fois. Et ce lien fort, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'intrication, c'est que c'est quelque chose de très fort. C'est très fort, mais c'est-à-dire ? Ce qui se passe, c'est que cet amour, cette intrication, ça va au-delà de l'espace et du temps d'une certaine manière. C'est-à-dire que si Camille est à Paris et Raphaël à Tokyo, et qu'ils sont amoureux, c'est-à-dire qu'ils s'aiment, qu'il y a cette intrication entre les deux personnes, et qu'ils jouent tous les deux des deux instruments à la fois, si moi je vais voir Camille et je lui demande quel instrument elle joue, Camille elle va dire « je joue de la guitare ». Et là, instantanément, à 10 000 km de là, Tokyo, Raphaël va aussi se mettre à jouer que de la guitare. Et on voit que cette complicité passe à travers l'espace. Ah oui, ça change quand même fondamentalement des lois habituelles de la physique. Là, on est sur une autre, pas sur une autre planète, mais quand même, c'est nouveau, ces concepts à capter. Mais c'est très bien expliqué comme ça. C'est clair. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nos deux petites explications là, on va s'en contenter. Vous reviendrez pour nous faire un autre cours sur la physique quantique. Alors maintenant, on va peut-être plus particulièrement parler de vos recherches. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye d'implémenter physiquement, c'est-à-dire d'aller au-delà des expériences de pensée qu'on a eues au début du XXe siècle, et d'essayer de mettre en place ces phénomènes quantiques pour développer ce qu'on appelle des technologies quantiques, des technologies capables d'utiliser les phénomènes de superposition, de mesure et d'intrication quantique pour développer de nouvelles technologies. Et dans ce contexte-là, je travaille sur ce qu'on appelle des centres colorés, qui est un système sur lequel j'essaye de travailler et voir si on peut faire quelque chose avec. Alors, des centres colorés, mais c'est quoi précisément ? Un centre coloré, c'est un système de spin. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer d'expliquer tout ça. Imaginons, par exemple, le diamant. D'accord ? Vous avez peut-être déjà vu des diamants. Vous devez savoir que c'est un ensemble d'atomes qui se tiennent très solidement et ils se tiennent par des espèces de crochets, ces atomes-là, de manière très forte. Et ces crochets
c'est des électrons. C'est-à-dire qu'ils partagent des électrons et ce partage d'électrons fait qu'ils se tiennent ensemble de manière très forte. Et maintenant, on va imaginer que le diamant, il a un défaut. C'est-à-dire qu'il va avoir un atome qui va disparaître. Et en fait, les crochets qui étaient présents, qui accrochaient cet atome-là, ces électrons-là, vont être détachés. Et ils vont former ensemble, tous ces crochets ensemble, vont former un nouveau système. Et la particularité de ce système, c'est qu'il peut être dans ces états de superposition. C'est-à-dire que ce centre coloré peut à la fois faire de la guitare, faire du piano, mais en même temps, il émet de la lumière, il est fluorescent. Et c'est cette particularité-là qui est très intéressante pour nous. Et si on traduit tout ça avec les émotions? Eh ben, si on traduit tout ça avec les émotions, on peut imaginer deux centres colorés, deux amis, Raphaël et Camille de nouveau, qui sont en fait ces crochets ensemble entre eux, qui jouent du piano ou de la musique. Mais ils ne se connaissent pas. On va imaginer qu'ils se connaissent pas. On va avoir Camille qui est à Paris, Raphaël qui est à Tokyo, qui ne se connaissent pas. Et Camille peut envoyer un photon, émettre un photon qui va être un message. Et ce message-là peut être absorbé, peut être réceptionné par Raphaël. Raphaël va le lire et va tomber amoureux de Camille. Et là, il va se produire que c'est grâce à ce photon-là, grâce à ce message-là, Camille et Raphaël vont se mettre à jouer de la même musique, vont tous les deux se mettre à jouer du piano et de la guitare. Et on voit que les messages permettent ainsi de créer l'interface spin-photon, qu'on pourrait traduire par musicien-message, permet d'intriquer à distance plusieurs personnes qui ne se sont jamais vues avant. Alors, j'ai pas tout à fait bien compris tout à l'heure, vous parliez de centres colorés. Alors, bêtement, je vais vous poser, mais de quelle couleur s'agit-il? Ça va dépendre des systèmes. Par exemple, certains systèmes vont émettre de la lumière visible, c'est-à-dire qu'on peut le voir à l'œil nu, ça peut être du vert, du rouge, du bleu. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est ces centres colorés qui peuvent émettre dans le télécom, c'est-à-dire des lumières qui pour nous est invisible, mais pour la vie de tous les jours est très utile. Par exemple, c'est ce genre de longueur d'onde, de lumière qui est utilisée pour la communication fibrée et pour l'Internet et qui se propage. Et si on arrive à avoir des centres colorés qui émettent dans le télécom, par exemple, ça va permettre d'exploiter les technologies de la communication fibrée qui est aujourd'hui présente pour communiquer de l'information quantique à distance. Et alors du coup, là on approche un petit peu des objectifs de votre recherche. Vous pouvez nous en dire plus ? Moi, plus précisément, ce que j'essaie de faire, c'est de voir comment on peut contrôler ces systèmes-là, comment il est possible de travailler avec des systèmes aussi complexes pour les faire ce que l'on veut et ainsi réaliser des états qui sont intéressants pour des applications et aussi voir comment on peut faire en pratique les faire s'interagir entre eux à distance ou comment on fait interagir un ensemble de systèmes ensemble pour travailler de concert et réaliser quelque chose qui est bénéfique. Mais de quels instruments ou méthodes, quels outils vous utilisez pour faire ces recherches ? Alors moi je suis expérimentateur, c'est-à-dire que je travaille en laboratoire. Et par exemple, l'outil qu'on utilise le plus souvent, c'est un microscope. Et en fait, le microscope, c'est quelque chose que vous avez par exemple aussi au collège et au lycée. Alors la seule différence, c'est que nous, on travaille sur des microscopes qui sont un peu plus performants, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs différents, des objectifs de microscope différents. Et aussi, au collège et au lycée, souvent on utilise de la lumière blanche afin d'illuminer l'échantillon qu'on va regarder. Alors nous, on est obligé d'utiliser des lasers, c'est-à-dire qui ont des longueurs d'onde très précises et très intenses, afin de pouvoir interagir de manière très fine avec le centre coloré. Et avec ce microscope, on va aussi avoir des antennes radio, et ces antennes radio-là vont permettre aussi de manipuler l'état, et donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire, si on reprend l'analogie tout à l'heure de la musique, en fait Camille, grâce à ces ondes radio, elle va entendre la radio, elle va changer d'instrument de musique, elle va dire je vais faire de la guitare, puis je vais faire du piano, et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant avec le microscope et les centres colorés, c'est que par rapport à d'autres systèmes comme les qubits supraconducteurs, comme vous avez déjà dû entendre par exemple avec IBM et Google, c'est des systèmes qui peuvent travailler des températures plus hautes. Ça veut dire on peut être sur quelques degrés. On dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup plus haut, voire même à température ambiante en fait. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de système cryogénique et j'arrive à travailler avec mes centres colorés. Ah oui, ça c'est une énorme avancée parce que ça veut dire que pour la mise en œuvre, les observations aussi sont beaucoup plus faciles à faire si c'est à température ambiante. Parce que là, sinon, c'est à moins 100 ou je ne sais combien de degrés. Il y a toute une technologie particulière. Et puis aussi, c'est aussi certainement quelque chose de beaucoup plus facile économiquement parlant. C'est ça, c'est que au lieu d'être à des températures même,
Par exemple, dans les qubits supraconducteurs qui travaillent des températures d'une centaine de millikelvin, c'est des températures qui peuvent être même plus froides que ce qu'il y a dans l'espace, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose aussi de très très froid. Et en fait, et donc, ça génère, par exemple, beaucoup d'énergie. Parce que pour refroidir ce genre de système, on est obligé d'avoir de grands systèmes de cryogénie, de pomper, de faire tout un tas de choses qui fait que c'est très compliqué de travailler avec. Alors qu'à température ambiante, on n'a plus ce coût énergétique. Et donc, dans ce contexte un peu qui peut être de dérèglement climatique, avoir une technologie qui dépense moins d'énergie, c'est aussi intéressant. Et donc, il y a le coût écologique et énergétique, mais aussi le coût financier, parce qu'en fait, avoir tous ces systèmes de ponte et de cryogénie, ça demande beaucoup d'argent, alors que nous, on a juste un objectif microscope, un laser, on arrive à faire fonctionner notre système. Bon, il y a d'autres, c'est pas non plus gratuit, mais on n'est pas sur la même ordre de grandeur de prix. Et enfin, en coût humain, c'est-à-dire que une personne seule peut travailler avec un microscope confocal à température ambiante et travailler avec des sondes colorées. Mais par contre, pour les systèmes de cryogénie, ça va demander beaucoup plus de ressources humaines aussi. Donc c'est très prometteur. Et donc maintenant, dans quel domaine ces recherches sont-elles tournées ? Alors moi, personnellement, je travaille sur, on va dire, le traitement de l'information quantique. C'est-à-dire qu'on encode dans l'état des centres colorés. C'est-à-dire que si Camille joue du piano ou de la guitare, ça va être équivalent au 0,1, le bit classique d'ordinateur. Mais aussi, on voit qu'il peut être en superposition. Donc, on se dit qu'on a un traitement quantique de l'information qui existe. Et donc, voir comment on peut utiliser ce traitement quantique de l'information pour réaliser ce qu'on appelle soit des ordinateurs quantiques. Donc, c'est-à-dire des systèmes qui exploitent l'information quantique pour faire des algorithmes quantiques pour essayer d'aller plus vite, de manière beaucoup plus efficace que des ordinateurs classiques. Ou bien pour aussi réaliser ce qu'on appelle un Internet quantique. Et là, l'idée, c'est de créer un réseau de cryptographie quantique qui pourrait être prouvé de manière physique, c'est-à-dire que les lois de la physique vous diraient qu'il est inviolable. Et ça, c'est l'autre champ de domaine sur quoi je travaille actuellement. Alors ça, c'est passionnant. Passionnant. Il faudra revenir pour continuer à nous expliquer tout ça et puis aussi à nous donner des informations sur l'évolution de vos recherches parce que je pense qu'il va y avoir encore pas mal d'étapes. D'ailleurs, quelles sont-elles ? Vous avez déjà des grands jalons ou pas encore ? Alors moi, je viens d'arriver en fait à l'université de Bourgogne-Europe et j'ai rejoint en fait ce qu'on appelle une équipe, on va dire théoricienne, c'est-à-dire des gens qui sont experts justement dans le contrôle, mais d'un point de vue théorique. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de collaborer ensemble. Je vais monter une expérience au sein du laboratoire ICB et essayer de collaborer ensemble pour travailler justement sur comment dépasser les limites standards de contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des protocoles qui existent, mais l'idée, c'est d'aller au-delà de ça et de voir quelles sont les limites fondamentales de contrôle des centres colorés, des systèmes de spin de manière générale. Et donc, à la fois développer une expérience pour travailler là-dessus. Donc ça va passer par recherche de financement, achat de matériel, montage d'équipement, développement de protocoles de contrôle et puis après vérification expérimentale. Oui, donc il y a encore du boulot il y a du pain sur la planche, comme on dit. Mais vous êtes pour l'instant chercheur contractuel à l'université. Vous pouvez nous donner, parce qu'on parle de post-doctorant, nous on ne connaît pas tout très bien ce statut. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Oui, alors en fait, un postdoctorant, en fait, si vous voulez, c'est un peu une étape intermédiaire entre la thèse et l'obtention d'un poste permanent de recherche. C'est-à-dire que en thèse, ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir expert ou experte d'un domaine très très spécifique. Et l'objectif, après, avant de devenir un chercheur ou une chercheuse accomplie, l'idée, c'est de se former, d'élargir son champ de recherche. Et donc, c'est à ça que servent un peu les études postdoctorales, essayer d'élargir ses connaissances avant de se sentir prêt à mener des recherches aussi à l'université. Alors, l'ordinateur quantique, tout le monde en parle. On n'a pas encore bien compris si c'est un ordinateur qu'on pourra avoir chez soi ou pas. Qu'est-ce qu'il fera ? Quelle sera sa spécificité ? Et puis alors, l'Internet quantique, pour ma part, c'est la première fois que j'en entends parler. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus en détail sur les sujets ? Alors, oui, tout à fait. Alors déjà, pour l'ordinateur quantique, pour l'instant, on est sur des coûts de fabrication et de maintien et d'expertise qui fait que il n'y a aucune chance que dans les 10 prochaines années, vous ayez un ordinateur quantique chez vous. Ça, c'est comme au début de l'ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur, avant, c'est toute une salle qui était énorme. Maintenant, vous l'avez sur votre téléphone, mais on n'en est pas du tout sur ces échelles de miniaturisation et de coûts-là. Et l'idée, c'est d'avoir des systèmes spécifiques
qui permettent d'avoir des algorithmes spécifiques sur des problèmes très très spécifiques ou d'exploiter le concept de superposition qui, si vous voulez, permettent à l'algorithme et à l'information de regarder plusieurs solutions en même temps pour pouvoir voir laquelle est la meilleure solution. Donc vous pouvez voir ça comme une méthode qui permettrait de chercher une solution optimale, par exemple, d'un problème qui peut être utilisé dans pas mal de situations. Oui. Par exemple, en médecine, pour trouver des nouveaux des nouvelles molécules, on peut faire X combinaisons et voir celle qui pourrait répondre le mieux à telle ou telle question. C'est ça, oui. Ouais. Et alors, sur l'Internet quantique? Alors, l'Internet quantique, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, Shor, dans les années 80, a montré qu'il existait un algorithme quantique qui fait que l'encryption RSA, qu'on a longtemps utilisé pour encrypter les données et les messages entre les personnes, on s'est rendu compte que elle était violable et qu'on pouvait casser ce code-là, ce codage-là. Et donc, on s'est dit, comment on peut aussi faire de nouveaux méthodes de communication qui permettraient d'avoir des partages de clés privés entre des personnes qui seraient inviolables. Alors aujourd'hui, on utilise des algorithmes qu'on ne connaît pas de solution, même d'un point de vue quantique, pour résoudre. Mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans ou dans 15 ans, on n'aura pas une méthode pour casser ces encryptions-là. Alors l'idée de l'Internet quantique, c'est de se dire quelque chose que je vous ai pas dit sur le quantique, c'est qu'on ne peut pas cloner l'information. Ça veut dire que je ne peux pas regarder Camille et la reproduire exactement de la même manière. C'est-à-dire que si elle joue du piano ou de la guitare d'une certaine manière, personne va pouvoir juste la regarder et faire exactement la même chose. Il faut rentrer dans cette intrication, dans cet amour-là, dans cette complicité-là. Ça demande un effort et de compréhension pour pouvoir vraiment être dans cet état d'intrication. Et donc, comme on peut pas cloner l'information, je vais pas pouvoir copier votre clé d'encryption que vous envoyez à la personne. Et donc, on peut prouver de manière un peu physique si quelqu'un a écouté la clé ou pas, et donc si la communication était sécurisée ou pas. Alors, on demande toujours à nos invités, parce que ça nous intéresse, et aussi s'il y a des jeunes auditeurs et auditrices, quel a été votre parcours? Au début, j'ai un parcours assez classique, c'est-à-dire que j'ai fait l'université, que j'ai un master en physique, car c'est quelque chose qui m'intéressait. La mécanique quantique, c'est quelque chose qui m'a toujours très intrigué, donc j'ai fait un master de physique. Puis après, j'ai fait une thèse, donc une étude doctorale sur 3 ans, et celle-là, je l'ai fait en Allemagne, parce que je voulais travailler sur ces centres colorés-là, et il y avait un groupe avec qui j'étais en contact en Allemagne. Et après ma thèse, j'ai pas rejoint directement des études postdoctorales que je suis en train de faire maintenant. J'ai travaillé 3 ans en start-up, c'est-à-dire que j'ai voulu voir comment on passait en fait de la recherche académique au monde industriel et donc voir comment on pouvait faire en pratique pour commercialiser des solutions exploitant les technologies quantiques. Ah oui, c'est super intéressant. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir utiliser les connaissances et les compétences que vous avez acquises aussi dans la start-up pour les demandes de financement de vos futurs projets. C'est ça, demande de financement, mais aussi pour renforcer les liens entre le monde académique et le monde industriel pour pouvoir... comme moi je travaille sur les applications, voir comment aussi on peut essayer de transmettre de la manière la plus efficace possible ces informations-là, en sachant que moi je suis retourné dans un cadre plus académique aussi, parce que je me suis rendu compte que l'enseignement et la transmission de savoir, c'est quelque chose qui me manquait aussi dans le monde industriel, et donc être ce jalon-là entre la connaissance académique et à la fois le monde industriel, le monde de l'enseignement et aussi le grand public, c'est exactement... le genre de choses que fait un chercheur ou une chercheuse à l'université. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Charles, pour vos lumières. C'est bien, on a parlé de photons, donc on est raccord. J'espère que nos spins, entre guillemets, conserveront ces informations dans nos centres colorés. À bientôt. Au revoir. C'était Lumière sur la mécanique quantique avec Charles Babin, postdoctorant au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne à Dijon.